Bonjour mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Les travaux du 3e sommet Chine-Afrique se poursuivent toujours à Beijing. Et signature d'un mémorandum d'entente entre le port de Djibouti et China Merchants Group. Et en Syrie, Donald Trump appelle Damas et ses alliés à ne pas mener d'offensive contre Idlib. Merci à vous de nous rejoindre. À Beijing se sont poursuivis les travaux du 3e sommet Chine-Afrique. Ce sommet sino-africain auquel prend part le président Ismaël Omar Guelleh a permis de fixer le cap à prendre donc en matière de gros investissements pour permettre l'émergence des économies africaines. Le président Xi Jinping a indiqué que son pays est prêt donc à investir 60 milliards de dollars sur le continent africain au cours donc de la prochaine décennie. Pékin prône la poursuite de ce partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique et met parallèlement en place sa nouvelle route de la soie. Et pour permettre donc à la fois aux produits chinois de conquérir de nouveaux marchés et d'assurer son approvisionnement en matières premières, qu'il s'agisse de ressources minières ou énergétiques essentielles pour garantir à la Chine de concurrencer les grandes puissances industrielles telles que les États-Unis, l'Allemagne ou le Canada, d'usines fabriquant donc des camions produits en Afrique du Sud, au chemin de fer construit à Djibouti ou au Nigeria, en passant par les usines de confection au Rwanda ou en Éthiopie. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Selon Pékin, plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent sur le continent. On est loin donc de l'idée reçue d'une Chine concentrée exclusivement sur l'achat de matières premières. La puissance donc chinoise se diffuse dans tous les domaines, de la haute technologie à la manufacture de base. Et lors de son intervention à cette rencontre au sommet, le chef de l'État a indiqué que la Chine est devenue une véritable locomotive de l'économie mondiale et se soucie du devenir du continent africain. Selon lui, la Chine s'emploie à aider le continent à se développer et à assurer sa croissance économique. Le président Guelleh s'est exprimé en ces termes. D'emblée, je tiens à saluer la tenue et l'organisation de ce sommet par mon homologue chinois, donc Xi Jinping, son gouvernement et le peuple chinois, et souhaiterais les remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui nous a été réservée. Ce sommet du FOCAC porte l'étendard d'une Afrique souveraine, pacifique et solidaire aux côtés d'une Chine unie et indivisible, gage de l'édifice d'une communauté sino-africaine encouragée par une dynamique gagnant-gagnant. Nous nous félicitons de prendre part à poursuivre le numéro 1 djiboutien à cette plateforme de discussion et d'échange qui renforce notre partenariat sino-africain et perfectionne nos stratégies de développement. Messieurs les coprésidents, la Chine, désormais véritable locomotive de l'économie mondiale, a prouvé qu'elle était soucieuse du devenir du continent africain, devenir promoteur compte tenu de l'ambition de la Chine à respecter et soutenir une croissance et un développement exclusif et inclusif reposant sur les besoins spécifiques de communautés locales. En effet, avec ce pays ami, nous nous sentons écoutés, entendus puis soutenus. Notre partenariat, aussi solide qu'engagé, s'articule autour d'une économie de développement qui encourage la construction d'infrastructures de transport et renforce l'intégration régionale, ce qui, in fine, impacte positivement la vie des communautés. Djibouti, à l'instar des pays africains, est sujette à un déficit en infrastructures. Grâce à notre partenariat avec la Chine, la dernière décennie a vu la réalisation de grands projets portant sur le développement des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières afin de faciliter l'accès au marché de la région et accroître les échanges commerciaux. Aujourd'hui, nous pouvons fièrement déclarer que le bilan des sommets Chine-Afrique précédents est largement positif en matière de valeur ajoutée et de visibilité. C'est lorsque la confiance est établie que les échanges et les investissements prospèrent parce que de part et d'autre, on est assuré que les engagements pris seront respectés. C'est ce qui nous réunit ici, encore une fois, a indiqué le président de la République. Et pour conclure, a-t-il indiqué, je voudrais donc clôturer mes propos en souhaitant plein succès à la collaboration et à la coopération sino-africaine. Je vous remercie de votre attention. Fin de citation. À noter par ailleurs qu'une rencontre a eu lieu entre le président Guelleh et les dirigeants de la société China Merchants Group.
En marge du 3e sommet Chine-Afrique et du Forum économique pour intensifier la coopération entre la Chine et les pays africains, le président Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu ce matin avec une délégation de China Merchant Shikook Holding conduite par son PDG Li Juanhong. L'entretien entre le chef de l'État et le responsable de China Merchant a essentiellement porté sur les réalisations que ce groupe mène à Djibouti depuis 2012 ainsi que les futurs projets de renforcement des infrastructures. Li Juanhong a fait part au président Guelleh de sa grande satisfaction d'opérer à Djibouti et des succès remarquables enregistrés. Ce dernier est également revenu sur la proposition du chef de l'État de mettre en place un centre d'affaires Chine-Afrique de l'Est et a demandé au président de la République que ce centre soit logé au sein de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Cet entretien entre le président Guelleh et le PDG de China Merchant Group a débouché sur la signature d'un mémorandum d'entente entre le port de Djibouti et la China Merchant Group sur la transformation de l'ancien port en une ville moderne. L'accord qu'on vient de signer, c'est sur le développement de l'ancien port qui sera transformé en une ville moderne. Et c'était un plan qui était prévu depuis que les activités du port ont été transférées à Douarlé. Donc c'est un projet de grande envergure d'environ 1,5 milliard de dollars d'investissement. Donc c'est cet accord qu'on vient de signer aujourd'hui. Et toujours en Chine, le ministre de l'Énergie a profité de son séjour à Pékin pour rencontrer le PDG d'une autre société chinoise, celle en charge de la mise en place d'un gazoduc et d'une usine de liquéfaction. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, accompagné d'une importante délégation, a rencontré les responsables de la société PolyGCL, notamment son président Chen Li et son équipe au siège de la société à Pékin. PolyGCL conduit actuellement le méga projet gazier transfrontalier qui aboutira à la construction d'un gazoduc d'une longueur totale zone industrielle de Damerjog où sera construite une usine de liquéfaction du gaz naturel et un terminal d'exportation grâce à un investissement privé avoisinant les 4 milliards de dollars américains. La réunion de travail a permis de faire le point sur l'état d'avancement des négociations relatives aux projets gaziers mais également sur les futurs projets d'investissement dans les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire qui permettront d'accroître la capacité de production énergétique nationale. En nouvelle du pays à présent, visite de terrain du ministre de l'Équipement et des Transports. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui a effectué hier une visite de terrain pour constater l'état de la route nationale 1 qui s'est fortement dégradée en raison de sa forte fréquentation par les camions lourds éthiopiens et qui a encore subi d'autres dégâts dus aux récentes pluies. Le ministre était accompagné du directeur de l'agence djiboutienne de route, l'ADR, et quelques hauts cadres du ministère de l'Équipement et des Transports. Et pour faire face à ces dégradations, l'agence djiboutienne de route mène actuellement des travaux de réhabilitation dont la remise en état de certains ouvrages d'art routiers endommagés et situés au poste kilométrique 51. Cet axe routier est doublement important. Il est d'une part le cordon entre l'Éthiopie où transite l'import-export de ce grand pays voisin et Djibouti, mais il permet aussi de relier la capitale aux régions de l'intérieur. Le ministre a ensuite visité le barrage de Wéa, un autre ouvrage qui a été légèrement touché lors de la remontée des crues. Après constat, il a demandé d'effectuer des opérations de débouchage des buses de Dalo pour faciliter prochainement l'écoulement des eaux. Santé à présent, le ministre de la Santé a présidé hier une importante réunion sur le renforcement des dépistages volontaires des maladies prioritaires. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de promouvoir les activités de dépistage des maladies prioritaires qui sont fréquents à Djibouti telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'hépatite ou encore les maladies respiratoires aiguës. Deuxième point à l'ordre du jour concernait la consolidation des moyens de transport des médicaments
vers les structures de santé, donc les plus éloignées, à travers le renforcement de la logistique de la centrale d'achat CAM. Et sur ce point, le ministre de la Santé a des directives donc claires pour disponibiliser les médicaments dans toutes les structures du pays, et ce sans discontinuité aucune. C'est un camion qui va nous permettre de transporter les vaccins de façon sécurisée de l'aéroport vers les stockages et du lieu de stockage vers les régions sanitaires où les services disposent déjà d'une chaîne de froid qui sont liées à des piles solaires. Une réunion d'extension de nouveaux sites de programmes communautaires de promotion et de protection des droits humains a été tenue donc au siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette réunion donc s'inscrit dans le cadre du programme de promotion des droits humains à travers l'extension des comités de gestion communautaire afin de préserver la santé et assurer le bien-être des femmes et des enfants. Les responsables donc ont évoqué les différents projets et les avancées qui ont été menées par les comités de gestion communautaire déjà existantes, qui consistaient à sensibiliser la population sur de nombreux sujets tels que le domaine de l'éducation, l'environnement, la santé, et renforcer également la protection des droits humains et faire face à toute activité qui mettrait en danger la santé de la femme et de l'enfant, et promouvoir les capacités de ces comités et qui donc dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Il a été aussi donc l'occasion pour discuter sur les projets qui seront tenus dans ces nouveaux comités qui seront construits donc dans les différents sites tels que Nguela, Quartier 3 et dans les régions de l'intérieur. Programme Salam. Le programme communautaire de protection et de promotion de protection des droits humains, appelé Programme Salam, est depuis 2014 sous la responsabilité de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui encadre 27 comités de gestion communautaire situés sur 27 sites de la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Ce programme est novateur car il touche à des domaines divers allant de la santé à l'éducation en passant par l'environnement, avec comme priorité la protection des enfants contre toute forme de violence, en particulier la promotion de l'abandon de toute forme d'excision, l'enregistrement des naissances et la lutte contre les mariages précoces. Nous allons retrouver donc la suite de notre édition juste après l'appel à prière de l'Asr. Voilà donc, nous retrouvons la suite de notre journal. Et dans le dossier de cette édition, de nombreux centres de mémorisation du Saint-Coran ont été ouverts un peu partout dans le pays, alors que nous apprêtons à accueillir le retour de nos pèlerins du Hajj. Ces lieux d'apprentissage démontrent encore une fois leur importance. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire d'Asma Oubaker. De mémorisation du Saint-Coran, supervisé par le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, joue un rôle important dans la préparation et la qualification des jeunes de notre pays. Ainsi, le centre d'Al al-Momina, situé au quartier 6, est l'un des centres de mémorisation le plus important et principalement qui fait très attention au Saint-Coran. Le fondateur du centre, Cheikh Ahmed Yassine, a souligné que la population avait une demande remarquable d'apprendre et de mémoriser le Saint-Coran et que les adultes s'intéressaient à cela comme les jeunes enfants. Il a souligné qu'environ 115 étudiants ont mémorisé le Saint-Coran intégralement depuis la création de ce centre, il y a 9 ans. Le Cheikh Ahmed Yassine a affirmé que certains d'entre eux ont participé activement à des compétitions locales et régionales et ils ont remporté des grades avancés. La création du centre coranique d'Al al-Mominat a été créée officiellement en 2009 et elle comprend actuellement 7 antennes situées à Djibouti et à Balbala, ainsi que Arta, auxquels s'ajoutent environ 650 étudiants de différents groupes d'âge, alors que le nombre d'enseignants est de 27. Un des pères des élèves du centre a souligné la grande importance des centres de mémorisation du Saint-Coran. Il a appelé les parents à orienter leurs enfants au centre pour les élever en apprenant et en mémorisant le Saint-Coran. Ce père nous a affirmé que les élèves qui commencent leur éducation à l'apprentissage du Saint-Coran se distinguent des autres enfants par leur ouverture d'esprit et leur bonne morale, ainsi que par leur supériorité dans la réussite scolaire. Le centre Al-Quran, situé dans le quartier Cheikh Moussa, est également un important centre d'enseignement et de préservation du Saint-Coran avec environ 240 étudiants, dont 90 filles.
Selon le directeur du centre, Cheikh Mahad Aden Taher, le nombre total d'étudiants qui ont mémorisé le Saint-Coran est d'environ 36 depuis la création du centre en 2013 et le nombre d'enseignants n'est que 7. Il a indiqué qu'ils ont enregistré une réponse remarquable de la population de Balbala en ce qui concerne l'apprentissage et la préservation du Saint-Coran. Il convient de noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a lancé, après avoir pris les rênes du pouvoir en 1999, le concours régional du Saint-Coran organisé par le ministère de la Culture et des Affaires musulmanes au cours du mois béni du Ramadan chaque année. Ce concours reflète l'emplacement important de Djibouti et sa recherche et ses démarches sérieux à être présent au niveau régional. Le centre de rayonnement est une oasis de paix. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors en République démocratique du Congo, Asma, l'ex-chef des milices rebelles Jean-Pierre ne pourra pas se présenter à la présidentielle prévue au mois de décembre. Ainsi, on a décidé la Cour constitutionnelle congolaise. Oui, effectivement, la Cour constitutionnelle de Kinshasa a publié hier soir un arrêt indiquant que l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba est exclu de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo. Cette décision a été prise en raison de la condamnation de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale, la CPI. Président du mouvement de libération du Congo, M. Bemba a passé pour un candidat de l'opposition sérieux à la succession du président Joseph Kabila. Le président de la Chambre a indiqué, je cite, « La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de candidature a confirmé l'inéligibilité de M. Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins en recourant à la corruption. » Ce dernier avait saisi la Cour constitutionnelle car la Commission électorale nationale indépendante avait déclaré sa candidature irrecevable en août dernier. La plus haute instance judiciaire du pays a par contre ordonné à la commission électorale d'annuler sa décision d'écarter de la course à la présidentielle de deux autres candidats, l'ex-premier ministre Sami Badibanga et la seule femme candidate, Marie-Josée Ifoku. Et en Syrie, Asma, alors que le régime du président Bachar al-Assad et ses alliés russes et iraniens se préparent à fondre sur le dernier repli des combattants rebelles, le président américain Donald Trump a averti ces derniers qu'il ne faut pas mener d'attaque contre Idlib. Oui, le président américain a prévenu qu'une opération contre le bastion rebelle pourrait provoquer une tragédie humaine. Donald Trump a appelé la Syrie et ses alliés, l'Iran et la Russie, à ne pas mener d'offensive imprudente contre la province d'Idlib, dernier grand bastion rebelle en Syrie. Les Russes et les Iraniens feraient une grave erreur humanitaire en prenant part à cette tragédie humaine potentielle. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées, ne le sont pas cela arrivé, écrit-il donc sur Twitter. Le 31 août dernier, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait déclaré que les États-Unis considéraient une offensive des forces gouvernementales contre Idlib comme une escalade d'un conflit déjà dangereux. Il a souligné que les États-Unis répondraient à une toute attaque chimique qui serait lancée par les forces de Damas. Les Nations Unies et des ONG ont averti qu'une attaque d'envergure sur Idlib pourrait entraîner une catastrophe humanitaire d'une ampleur inédite depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011. Depuis plusieurs semaines, le régime syrien a ramassé des renforts dans ce secteur situé dans le nord-ouest, non loin de la frontière avec la Turquie. Et pour terminer en sport, Asma, la Fédération internationale de football, la FIFA, va désigner à son tour le meilleur joueur de l'année. 3 joueurs sont en compétition, ceux-là même qui se trouvaient déjà sur la liste de l'UEFA pour le meilleur footballeur européen. Oui, effectivement, Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Voici les 3 finalistes pour le titre de joueur FIFA de l'année. Le milieu du terrain croate pourrait donc faire le doublé. Après avoir été désigné joueur UEFA de la saison, il faut dire qu'il a atteint la finale du mondial avec sa sélection et gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid pour la 3e fois de suite. Son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, parti cet été à la Juventus, vise la passe de 3 après avoir soulevé le trophée en 2016 et en 2017. Le 3e finaliste est donc l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, qui a perdu la finale de la C1 avec les Reds et fini meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Pas de Lionel Messi sur le podium.
pas non plus du champion du monde, alors qu'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane faisaient partie des 10 présélectionnés. Les Français pourraient se consoler avec le titre d'entraîneur de l'année, puisque Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont dans la shortlist en compagnie du Croate Zlatko Dalic. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.